Samira El Assia, elle est professeure titulaire et vice-doyenne aux études supérieures à la recherche et à l'internationalisation au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Elle est spécialiste de l'évaluation des compétences et de l'évaluation langagière. Ses recherches portent principalement sur l'équité en matière d'évaluation, en particulier dans les contextes bilingues. Elle a fait partie de plusieurs groupes d'experts au sein de plusieurs agences de tests internationaux, dont l'Educational Testing Services, Pearson Education, l'Organisation du baccalauréat international, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Centre international d'études pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale en France. Alors, Samira, c'est avec grand plaisir que je vous cède la parole. Bonjour tout le monde, un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, je vais vraiment dans le cadre de ma présentation, ça fait quand même ça fait 18 ans que je suis ici au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Et dans ma présentation, j'ai vraiment juste mis l'accent sur ce que je vais présenter qui est sorti de deux mémoires qu'on a envoyées, moi comme là et le doyen, au. Alors, là, pardonnez-moi de vous interrompre. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de votre micro, mais on vous a perdu. Ça va? Ça marche maintenant? Là, oui. D'accord, on garde comme ça. Merci, merci Johnny. Donc, je vais parler vraiment, c'est mon expérience ici de professeur, chercheur, ainsi que mon expérience de vice-doyenne chargée du portfolio recherche et études supérieures. Et vraiment, je partage avec vous des défis que j'ai vécus ici, que je vis ici. En plus, on s'est basé sur deux mémoires qui ont été soumis au Parlement à Ottawa, en rédaction avec Jason Kerry, le doyen, et comme l'a semblé l'officier de la recherche. Donc, je me suis basée sur ça, mais je vais aussi vraiment partager avec vous mon écosystème dans lequel je travaille. Donc, comme tout à l'heure, là, a mentionné le doyen, un petit peu, vous a donné un petit peu l'historique du campus Saint-Jean. Mais j'aimerais bien m'attarder un petit peu sur la faculté de Saint-Jean, qui est vraiment la faculté, enfin, campus Saint-Jean, il y a trois entités, l'école de langue, le collège euh, de l'Alberta, qui est vraiment le centre collégial de l'Alberta, c'est vraiment le collégial. Mais la faculté Saint-Jean, c'est la faculté des tous les baccalauréats sciences, arts, éducation, et on a beaucoup de baccalauréats bilingues conjoints avec d'autres facultés. On a aussi les programmes de maîtrise en arts, maîtrise en sciences, doctorat, et on a aussi le doctorat transdisciplinaire qui vient d'être créé il y a 2 ans. Donc vraiment cette entité-là académique qui est la faculté Saint-Jean, mais on est pas mal autonome, mais en même temps on fait partie vraiment intègre de l'Université de l'Alberta. Mais la complexité du campus Saint-Jean, c'est comme on était un microcosme en français entre nous et puis bilingue de l'autre côté avec l'Université de l'Alberta. Et avec ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort intéressante. Ça donne un laboratoire de recherche exceptionnel sur l'éducation supérieure en français, mais en même temps, on a des défis, on a beaucoup de défis. Parmi ces défis-là, c'est défis de financement. Donc, on est financé par la province, d'après les étudiants albertains. On est aussi financé du fédéral parce qu'on est sous le PLO. On est aussi euh, financé par d'autres organismes, dont pas forcément, mais les autres facultés le sont. Réseau Santé d'Alberta me vient en tête, par exemple. On est un corps professoral d'une trentaine de professeurs permanents, titulaires, agrégés, ainsi de suite. Mais il y a plus de 90 professeurs enseignants à contrat, à long terme, à court terme, qui sont actifs dans la recherche et surtout l'enseignement. Et on a vraiment un poids sur nos épaules qui est le rayonnement dans le continuum éducatif de l'Ouest du Canada. Donc, pas seulement les événements qu'on a ici incluent souvent la Colombie-Britannique. Mes collègues, je pense à mes collègues qui sont à Simon Fraser, et aussi de Saskatchewan et les territoires de l'Ouest. Le contexte institutionnel de la recherche au campus Saint-Jean, on a eu dans le passé pendant 10 ans la chaire de recherche du Canada niveau 2 et 1 avec professeur Donald Perciel sur les philosophies de la droite politique au Canada. Et en ce moment, on est à la deuxième mandat de ma collègue Cindy Godet sur les relations métiers-pédagogie de la Terre. Nous avons le Croc Lab, qui est un centre de recherche sur le développement cognitif. Et ce qui est très, très intéressant, ma collègue Dr. Marchak, qui travaille dans les deux conseils scolaires, le conseil
sciences sociales et aussi les sciences appliquées et naturelles. On a l'Institut Imelda, dirigé par ma collègue professeur Lapointe-Gagnon, qu'on est vraiment dans les francophonies. C'est une perspective transdisciplinaire. Au-delà d'être seulement une francophonie, on voit ici au Campus Saint-Jean avec le changement des étudiants, avec le changement social, comme a mentionné professeur Labrie ce matin, ce changement-là, on le vit sur Campus Saint-Jean constamment. On a des laboratoires acoustiques et vocales avec mon collègue Laurier Fanon, le directeur de la chorale Saint-Jean, et le laboratoire STEAM de ma collègue Natacha Louis, qui va vous présenter plus tard aujourd'hui. Et on a plusieurs groupes de recherche que nous avons ici au campus. Donc, un petit peu, ça résume un petit peu l'écosystème institutionnel. Mais ceci dit, on est presque tous, je veux dire, les collègues ici, travaillons tous avec les grands centres et instituts de recherche qui se trouve de l'autre côté au campus de l'Université de l'Alberta, le campus Nord. Mais ça nécessite, une fois qu'on est là-bas, bien sûr, ça nécessite qu'on parle en anglais, une fois qu'on est de l'autre côté. Le financement, on a des défis. Ici, je partage cette information avec vous, là. De 2019-2023, on a vu vraiment une chute. Donc, 54% réduction des subventions du crèche et 92% de réduction, de baisse des subventions du CRNSG. Et zéro financement de l'IRCC. D'ailleurs, ça c'est quelque chose, bon, je vais vous dire un petit peu mon expérience avec ça. La COVID, c'était un petit peu, ça apportait tous ces défis, mais on voit depuis 2023, donc 2024, 2025 et cette année-là, on a vu quand même une très grande augmentation dans l'augmentation de nos subventions. Et j'aimerais bien souligner que il y avait des retraites, des gens qui sont partis à la retraite. Financièrement, avec ce que vous voyez, ce qui se passe en Alberta, le financement des universités, remplacer ces professeurs-là n'était plus une et donc, on s'est retrouvé avec dans les financements les gens qui font des demandes aux 3 conseils de recherche. Mais ce qui est important, c'est l'embauche vraiment, je dirais, très, très stratégique d'un officier de développement de la recherche, la personne de Komla Isiolé, qui est vraiment, ce qu'on voit là, on est parti d'environ un demi-million, on dépasse maintenant les 2 millions de dollars de financement, toute catégorie confondue. Un des problèmes vraiment que j'aimerais bien souligner, c'est le zéro financement de l'IRSC. Et là, c'est pas seulement au campus Saint-Jean, c'est juste, je pense qu'il y a un certain biais envers les facultés de médecine, biais positif, la majorité, quand je vois les statistiques qui sortent à la fin de chaque compétition, on voit presque à 94% sont financés par l'IRSC, alors que ce soit la faculté des sciences, les facultés qui ne sont pas dans le collège des sciences médicales, ont tendance à ne pas obtenir ces financements-là, à moyennant à 4%, à 0% au campus. Et ça reste un défi. On est en train de vivre on milite tout le temps dans ce contexte. L'enjeu des choix de la langue, et là on se retrouve entre l'épistémologie, le théorique et le culturel, l'hégémonie anglophone. L'hégémonie anglophone, elle n'est pas seulement pour nous ici à l'Ouest canadien, c'est partout. Donc le monde scientifique privilégie l'anglais, quel que soit le pays, quelle que soit la langue. Et donc forcément, ça crée une culture de privilège linguistique et qui marginalise toute production de savoir dans d'autres langues. D'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti de United Nations Development Report, un rapport de développement humain des Nations Unies, je pense que ça date déjà de 10 ans, qui signalait que toute la production scientifique du monde, elle dépasse les 98%. Et donc, il y a vraiment que 2% qui restent pour toutes les autres langues dans la production scientifique, dans le monde entier. Et à ça, bien sûr, le français entre aussi dans cette catégorie-là. Un acte militant, donc publié en français, n'est pas une question de langue pour nous, c'est une question de choix conscient qu'on fait pour préserver la diversité intellectuelle et culturelle. Mais ça reste quand même, ça vient avec un défi. Je vais soulever ça plus tard. Le dilemme des chercheurs francophones, c'est entre résistance culturelle, on veut progresser, on veut publier en français, on veut vraiment maintenir notre identité culturelle, surtout dans un pays bilingue, mais en même temps, il y a une nécessité de progression de carrière.
Si je sais très bien que si je publie dans une revue X en anglais, je vais avoir un index plus élevé, je vais avoir des lecteurs plus variés, plus grand nombre, que si je publie dans une revue, par exemple, en français, où je vais avoir un pool qui est vraiment très, très limité. Et quand je vois, moi-même personnellement, je vois les articles dans lesquels je vois une augmentation de personnes qui consultent, ce sont mes articles écrits en anglais, pas ceux qui sont écrits en français. Et je suis quelqu'un qui fait ses choix de publier en français ou en anglais. Et c'est un dilemme dans lequel ce sont des enjeux réels pour nous. Maintenant, les barrières à la publication en français, il y a l'isolement disciplinaire. Donc, la facilité de diffusion en anglais, vraiment, il y a une plus grande facilité pour les travaux portant sur la francophonie. Il y a encore les revues en français et sont vraiment concentrées sur les sciences humaines et sociales. Pour mes collègues ici au campus Saint-Jean, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment un microcosme. Donc, on a plusieurs collègues qui travaillent dans les sciences humaines, sciences appliquées, génie, sciences médicales. Pour eux, c'est vraiment les revues, la concentration, elle est dans, ils doivent publier en anglais pour que, il n'y a pas vraiment un grand impact, il n'y a pas vraiment beaucoup de revues en français dans leur domaine, où ils sont vraiment limités. C'est clair, la domination de l'indexation et du facteur d'impact. Toutes les universités, maintenant, on va nous mettre l'index des facteurs. Puis les bases des données mondiales, on parle de Web of Science, Scopus, c'est les revues massivement anglophones, bien sûr. Et le problème avec ça, c'est qu'on a moins une revue est citée, moins elle est indexée. Et moins les chercheurs y soumettent leurs meilleurs travaux, ce qui réduit encore la visibilité des chercheurs. Donc, on entre dans ce cercle vicieux dans lequel on sort pas. Donc, si les chercheurs, je vais parler du campus Saint-Jean, mais je pense que ça s'applique à toute l'université, à tous les autres contextes dans lesquels on travaille en français. Si je suis pas indexée, donc quand on fait les évaluations, les impacts, et on voit ça le campus Saint-Jean, donc vraiment très, je sais pas moi, très minime, alors qu'on voit d'autres facultés avec des indicateurs qui dépassent les 40, automatiquement, ça donne même si c'est juste une perception, ok, donc il publie plus, donc financement plus. Et je vis ça constamment en train de parler avec la vice-présidente de recherche, avec le bureau les services de la recherche de l'université. Non, regardez les proportions, ne regardez pas en gros ce qui se passe. Et ça, c'est constamment cette bataille. Et il y a une résistance éditoriale. Donc, et malheureusement, c'est arrivé. Donc, il y a dans le cas de plusieurs décisions des éditeurs qui décident on va pas publier parce qu'il y a toujours cette fait que la personne a déjà publié en anglais et elle refait une traduction. Tout à l'heure, on a parlé de traduction. Et malheureusement, donc, c'est perçu comme c'est pas un travail original qui se fait. Il y a bien sûr des contraintes économiques. Quand on veut publier en français, on limiter les opportunités d'ascension professionnelle. C'est clair. Je suis limitée à qui est-ce qui est en train de connaître mon travail, à les collaborations que je peux faire, surtout dans les grosses demandes de financement qui demandent des partenariats bien étoffés. Si je publie en français, je ne suis pas identifiée, je ne suis pas connue parmi les gens qui publient dans le domaine en anglais. Et ça s'applique sciences sociales, sciences humaines, sciences naturelles, sciences appliquées dans tous les domaines. Et traduire un article, ça coûte d'abord de l'argent. On n'a pas la majorité des subventions, ils ne couvrent pas, ces frais-là ne sont pas pris en considération dans les frais qui sont admissibles dans les demandes. Et les revues francophones, ils ont un bassin très limité. Qui iront vraiment même argumenter pour obtenir des subventions financières, le soutien financier pour ces revues-là devient presque impossible parce que le pool est assez très 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 limité. Bon, la marginalisation des publications ici, c'est entre vivre un talent francophone et vraiment on est dans on fragilise la vitalité quand on ne publie pas dans la recherche et vraiment on commence à publier seulement ce qui est privilégié, c'est quand on publie seulement sur nos communautés francophones. Mais non, mais moi je publie en général. Ça dépend je peux publier en français dans n'importe quel domaine. Je suis pas limitée c'est seulement quand je publie sur ces questions-là que je vais devoir publier en français. Au contraire, moi je vais publier sur ce sujet-là en anglais pour que les gens entendent encore plus. Je pense que durant les 18 dernières années, ce que j'ai vu, c'est ce militisme de notre part de publier en anglais sur les enjeux de la francophonie qui a vraiment sensibilisé l'Université de l'Alberta à changer
son mécanisme à nous donner plus de soutien, des gens qui travaillent en français pour nous aider dans la préparation de nos... c'est vraiment minime là, mais au moins, il y a cette conscientisation qui a eu lieu. Le talent, d'après un sondage d'une étude faite de l'ACFAS 2021, il y a plus de 30 000 professeurs et chercheurs affiliés aux établissements au milieu minoritaire. Alors, pourquoi? Il y a un décalage majeur avec ce bassin important et les publications en français qui sont moindres, qui demeurent vraiment moindres. Un côté, c'est que moi, je vais vous le dire en sincérité, donc la faculté Saint-Jean, les facultés d'une grande institution de recherche du Canada, l'Université de l'Alberta, on a un petit peu la même, dans notre convention collective, l'enseignement, on a un certain taux de cours, avec la recherche, 40% enseignement, 40% de recherche. Mais il y a d'autres institutions, dont les institutions comme identifiées par la CUFC qui enseignent en français, c'est vraiment des institutions qui ont vraiment font plus de l'enseignement. Donc, les professeurs enseignent plus de cours. Ils n'ont pas tant de temps que ce que nous avons ici au campus Saint-Jean pour faire la recherche en tant qu'un professeur de l'Université d'Alberta. Donc, ce décalage peut très bien s'expliquer, se traduire par le fait que les collègues, quand ils sont dans des institutions plus petites, ont tendance à faire plus d'enseignement que dans la recherche. Et même à ça, ils sont limités dans leurs programmes supérieurs. Et ça a joué un grand rôle ici pour nous, le campus Saint-Jean, quand on a fait les études, toute une gamme des études supérieures. On verra dans 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qui va se passer maintenant, mais on voit quand même une certaine vitalité avec les étudiants au cycle supérieur. Il y a un effet de silo. Donc, on est vraiment, les chercheurs anglophones vont rarement citer les chercheurs francophones, alors que l'inverse est toujours le cas. Donc, ça accentue cet isolement savoir académique. Ma recherche n'est pas connue. C'est une vitalité, bien sûr, qui est menacée. On constate, ça nuit directement à la vitalité des communautés francophone et à leur développement local. Quand je parle de certains collègues qui travaillent sur des gros projets de recherche qui ont envergure, par exemple, impact social avec ce qu'on appelle les recherches communautaires, on va inclure avec moyennant, si c'est une recherche de, je sais pas moi, 5 millions de dollars obtenus, on va donner 600 000 ou un demi-million pour les gens qui vont travailler en français, sachant que le pool ici de la communauté avec qui on peut travailler, il est vraiment minime. Si je le compare aux collègues qui auront accès à plusieurs participants, où ils peuvent faire plus d'observations, d'entrevues. Donc, ça vraiment limite, cette vitalité devient très menacée quand on fait ce travail de recherche communautaire. Et usage imposé, la prédominance des sources anglophones. Moi, personnellement, quand je fais mes demandes, quand je rédige mes articles, mon domaine, c'est Assessment and Measurement. On a ici un des centres les plus cotés du monde, ici à l'Université de l'Alberta, Faculty of Education. Quand je cite, je dirais à 95% de ce que je cite, il est écrit en anglais, pas beaucoup en français. Psychometrics, toximologie, les études faites en français, je les connais, ça se répète, mais c'est en anglais que les gens font plus de publications pour être connus. La visibilité, le financement, ici encore, on parle de cette domination de l'anglais et on parle de le biais systématique de l'attribution du financement. Il y a l'hégémonie linguistique. On perd notre visibilité et les chercheurs francophones dans la diffusion globale des connaissances. On charge bénévole. Alors, plusieurs, vous le savez tous, les professeurs, ils font ce travail bénévole d'évaluation des articles, des manuscrits. Et si la recherche en français n'est pas valorisée, moins de volontaires s'engagent. Donc, si on n'a pas de revue, on n'a pas d'article, on n'a pas, et encore, ça continue. Les comités d'adjudication, ils sont vraiment composés de représentativité francophone et souvent dominés par les seuls pôles géographiques qui viennent du Québec, surtout peut-être dans la région d'Ottawa, peut-être un petit peu du Nouveau-Brunswick, mais il y a vraiment une certaine force donnée à là où il y a le français dominant en dehors de nos comment dirais-je, les situations minoritaires. Et même à ça, avec les collègues que nous avons, il y a quand même un certain, comment dirais-je, burn-out, parce qu'on est en train on fait beaucoup de ce travail qui est vraiment bénévole pour vraiment assurer la continuité. Et il y a un effet halo, j'aimerais bien vous
vraiment vous inviter à consulter le travail de la règle Pavis de 2025 qui vient de sortir l'année dernière. On l'a d'ailleurs partagé avec Madame Sylvie Lamoureux quand elle était en visite ici. Et ça, c'est vraiment une réputation de chercheur prestige de l'institution, qui ont eu des succès passés. Il influence positivement l'évaluation et la qualité de la proposition, masquant parfois des faiblesses dans le projet. Et c'est vraiment, vraiment alarmant. Ils ont fait une étude longitudinale pour trouver que vraiment, plus ou moins les mêmes institutions qui reçoivent, on a vraiment, on tend dans l'évaluation, on a tendance à évaluer toujours, même si c'est un effet halo. Donc, s'il vous plaît, regardez cet article-là. Ils ont analysé quand même plus de 56 000 demandes de financement par le crèche. Les critères et les critères d'excellence. Les critères d'excellence scientifiques, ils sont calqués souvent sur le modèle anglophone. Or, ce phénomène incite les gens à publier en anglais, à soumettre leurs subventions en anglais pour avoir maximisé plus leurs chances. Je vais utiliser ça, comme ça le langage, ils vont comprendre exact, le jargon, ils vont le comprendre. Donc, ça fait encore, on est poussé à vraiment adapter ce que nous on fait en français en anglais pour qu'on puisse être subventionné. Les critiques là, on est en financement et pouvoir. Vraiment, c'est comme, excuse, mais c'est un cartélisation et renforcement de la position dominante des établissements établis en Bouchard. Le travail de Bouchard et ses collaborateurs. Une monopolisation du savoir et production des élites reléguant la recherche au milieu minoritaire au rang sous science. C'est comme si on travaillait pas, on n'a pas vraiment les grands laboratoires. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que mes collègues, surtout dans les sciences, on est tout le temps avec le doyen à leur trouver des ententes avec les autres facultés, les autres laboratoires pour qu'ils puissent faire leurs recherches, que ce soit sur le diabète, que ce soit sur les mitochondries, que ce soit sur et bien d'autres collègues qui travaillent dans les domaines purement sciences naturelles et biologie, ainsi de suite. Globalisation des thèmes et homogénéisation de la pensée. On est dans ce cadran anglo-saxon, donc on ne fait pas vraiment très attention à tout ce qui est local et régional, alors que c'est très unique. Récemment, il y a 6 mois de ça, le directeur à l'époque, le directeur sortant de Réseau Santé Alberta, il est venu me dire, Samira, j'ai vraiment un souci qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait que quand on fait des études au niveau fédéral pour les communautés francophones et milieux minoritaires, ils vont financer des recherches qui sont au Nouveau-Brunswick. Absolument fantastique, je suis contente pour mes collègues, mais eux, ils ont au moins un pool qui est plus large. Mais les retombées de ces études-là, on va dire, on va les appliquer partout, ça va être appliqué, les mêmes recommandations partout au Canada. Or, c'est pas le même vécu. En Alberta, c'est pas le même vécu que le Nouveau-Brunswick. Les communautés ont des enjeux complètement différents. Mais on a tendance à vraiment juste, voilà, c'est une globalisation, même quand on part dans le milieu minoritaire. Et une uniformisation linguistique de la science. On perd des concepts clés des cultures francophones dans les disciplines. Je vous invite à voir un petit peu ce qu'on a fait ici. Vraiment, il y a des choses qui sortent, qui sont liées à ce milieu-là dans lequel on œuvre. Et il y a eu un déclin dans la publication en français. Par exemple, ici au Campus Saint-Jean, dans les années 90, il y a 30% de publications qui se faisaient en français. Dans les années 2010, c'est tombé à 17%. Moi, j'essaie de publier de plus en plus en français. Avant, je publiais souvent en anglais. Début de carrière, je voulais vraiment m'assurer, je voulais vraiment trouver ma place parmi mes collègues. Mais je sais que si je vois sur les publications sur les 5-6 dernières années, je vois que j'ai publié plus en français. Mais c'est une conscientisation qui arrive un petit peu, quelqu'un qui est un petit peu avancé dans sa carrière. C'est pas le cas de plusieurs collègues. Et ça explique un petit peu cette statistique. Les pistes de solutions pour favoriser le rayonnement de la recherche francophone au milieu minoritaire, rehausser le soutien opérationnel. On est clair. On a vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, partir d'un demi-million de financement à plus de 2 millions, juste parce qu'on a eu une personne qui vraiment aide les chercheurs avec les financements. Ça a apporté une grande une stabilité financière pour les établissements de petite taille. Mettre en place un financement de base pour la recherche pilote et les fonds opérationnels constants. D'ailleurs, on a discuté de ça avec la vice-présidente de la recherche de l'Université d'Alberta. Il faut vraiment donner, pas la peine de donner un 100 000 $, mais peut-être une bourse de 100 000 $, peut-être un fonds de recherche 5 fonds de recherche de 20 000.
peuvent très bien aider les chercheurs émergents et les chercheurs qui sont en train d'explorer de nouvelles pistes à vraiment à faire lancer leurs projets. Et faciliter l'obtention des permis d'études des étudiants au cycle supérieur francophone. Ça, c'est un enjeu majeur pour nous. Parce qu'on sait très bien que la recherche, on peut pas être isolé dans mon bureau. Je dois avoir mes équipes de recherche, je dois avoir ces étudiants. D'ailleurs, c'est mon mandat en tant que professeur, c'est de vraiment former un mentor et vraiment de travailler dans cette perspective-là. Or, la majorité de les étudiants francophones qui vont nous venir d'ailleurs, ils ne reçoivent pas les mêmes, leur permis d'études à temps. C'est clair, le coût de l'éducation ici en Alberta n'est pas le même du Québec. Donc, même le fait de vouloir un étudiant fait cette décision, est-ce que je vais partir alors que j'ai une accessibilité qui est plus qui va me coûter moindre que si je vais payer ici en Alberta. Assurer l'équité dans le financement de la recherche. Ça, c'est vraiment, il faut qu'on mette des mécanismes pour vraiment lancer des subventions ciblées, un petit peu ce que fait la CUFC dans la recherche francophone et des revues francophones, vraiment établir des créations, des programmes séparés, des seuils réservés, par exemple, et finalement la pérennisation des programmes de soutien en français, tels que par exemple le SARF, pour vraiment élargir les services au-delà des sciences humaines et sociales, mais surtout les sciences en général, et les STEAM et la santé. Soutien aux infrastructures et financement des étudiants et au cycle supérieur. C'est clair, Fondation canadienne d'innovation, cette année, je suis en train d'explorer une demande de la FCI et croyez-moi, c'est pas facile pour une institution comme le Campus Saint-Jean. Je vois passer avec mes collègues de l'autre côté, que ce soit de la faculté de génie, la faculté de sciences, environ toutes les grosses facultés, 10 millions de dollars des demandes, 15 millions, 5 millions. Ben moi, je me bats pour 1 million. J'aurai 40% qui va venir si elle est octroyée. Ben, il faut que j'assure un 60% du gouvernement de l'Alberta. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre les 400 000? Et est-ce que le Campus Saint-Jean a les fonds? Je sais que le doyen, il essaie, mais 200 000 d'un financement de Campus Saint-Jean, c'est beaucoup. Et là, je ne cherche pas, c'est une demande FCI, je ne cherche pas une construction des murs solides pour que, je sais pas moi, protéger des rayons, blablabla. Non, non, c'est juste une installation numérique pour établir. On a l'Institut AMID, Alberta Institute of Machine Intelligence, et il y a plusieurs collègues francophones, et on est en train de penser, est-ce qu'on peut avoir un côté francophone pour vraiment, à cet institut-là, pour vraiment faire la recherche en français et bilingue sur l'intelligence artificielle. C'est 1 million de dollars. Pour eux, ils reçoivent 2 milliards. Mais les enjeux sont réels. Pardonnez-moi, est-ce que je vais vous inviter à conclure, si vous pouvez? Désolé. Ça va? Et les bourses des cycles supérieurs, ce minimum garanti, vous l'avez pas au Québec, nous, on l'a. Et c'est un enjeu qui est vraiment important pour nous. Assurer un 100 000 dollars par chercheur dans les sciences sociales pour les étudiants, on va pas arriver à le faire. Et financer la diffusion et vraiment pour un avenir équitable de la recherche. Et je cite ici une phrase qu'on a rédigée au gouvernement, c'est: nous devons cesser d'assister passivement au déclin irrémédiable du français en tant que langue de production et diffusion de savoir.